Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Le SPI qui devait être à cette tribune, représenté par Louise Delbecq, ne peut pas être là. En ce moment, il y a les auditions à l'Assemblée nationale sur les VHSS en commission parlementaire et le SPI est auditionné pour le cinéma aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas être là. Elle vous prie de l'excuser, mais nous allons commencer donc avec cette assemblée. Est-ce que j'ai encore besoin de les présenter? Donc Jean-Luc Ballester, à ma gauche, membre du conseil syndical CNT-PCT. François Caillé, à l'autre bout de la table, délégué aux affaires sociales d'Anime France. Cédric Chapelot, si tu me permets, Cédric, j'indique avec ton chapeau, voilà, tu es reconnaissable. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, représentant de la CNT. Jules, à tes côtés, qui est délégué aux questions sociales et juridiques. Et donc Christophe Poli, secrétaire national de la commission exécutive de la CFDT. Nous avons proposé plusieurs points à aborder voilà, cette année dans cet échange. Et j'aimerais qu'on commence par le fonctionnement et les prérogatives des CSE, puisque lors de nos discussions est revenue assez régulièrement la problématique voilà, d'une représentativité, d'une représentation de gens de la filière, notamment avec la problématique du statut d'intermittent, donc de gens qui sont là et puis qui ne sont plus là, parce que c'est voilà, la fin d'un contrat, etc. Donc on avait envie de vous entendre autour de ces questions-là. Jean-Luc, peut-être tu commences? Oui, je veux bien commencer, mais avant d'aborder cette question, donc je suis Jean-Luc Ballester, je suis coprésident du SNT-PCT. Et j'ai une annonce à faire. Le SNT-PCT vient de perdre son ancien délégué général, que beaucoup d'entre vous connaissez peut-être, Stéphane Posderec, qui s'est éteint avant-hier soir, je l'ai appris hier. Voilà, Stéphane Posderec avait été engagé en 1974 comme délégué général du syndicat. Il l'est resté pendant plus de 40 ans, enfin près de 45 ans, je crois. Et donc c'est avec une certaine émotion, une grande émotion même que je fais cette annonce, parce que Stéphane a été vraiment quelqu'un de très important pour l'histoire du syndicat, pour l'histoire du cinéma, du dialogue social dans le monde du cinéma, de la télévision et notamment de l'animation. Et il a formé énormément de gens, donc on est nombreux, dont moi, à lui devoir beaucoup. Voilà, donc je voulais faire cette annonce en préalable à l'ordre du jour. Moi, je l'ai appris très récemment. Donc voilà. Et donc, le premier point de la... Alors, la principale difficulté qu'on rencontre par rapport au CSE, c'est que les dispositions qui permettent la représentation des personnels dans les entreprises, donc en l'occurrence dans les studios d'animation, ne sont pas tellement adaptés à l'environnement de travail dans la production de films d'animation, puisque 80% des salariés sont des salariés intermittents sur des contrats qui, même si dans l'animation les contrats sont plus longs que dans le cinéma par exemple, des contrats sont trop courts pour assumer la totalité d'un mandat de représentant du personnel. Et donc les intermittents, qui, comme je viens de le dire, représentent 80% des salariés, se sentent souvent exclus de la représentation du personnel, même si c'est souvent des gens qui sont permanents ou en contrat de longue durée, qui sont élus dans les entreprises lorsqu'il y a la création d'institutions de représentation du personnel, donc qui s'appelle maintenant CSE. C'est souvent les gens, soit les permanents, soit les gens qui sont là, qui sont des permittents, on va dire presque. Et ces gens qui sont élus ont vocation à représenter l'ensemble des salariés, donc y compris leurs collègues qui sont intermittents. Mais c'est vrai que souvent les intermittents ne se sentent pas vraiment représentés et ont un peu le sentiment que la spécificité de leurs conditions d'emploi ne sont pas vraiment comprises, ne sont pas vraiment prises en compte, puisque les gens qui sont censés les représentants ont une situation d'emploi complètement différente, puisqu'ils sont souvent permanents et liés à l'activité pérenne de l'entreprise, quoi. Mais c'est un problème dont on a beaucoup discuté en CPPNI avec les représentants patronaux,
et qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre parce que ça dépasse les compétences des partenaires sociaux. On ne peut pas déroger à la loi. On essaye de le faire, enfin le SNTPCT comme les autres organisations syndicales, on est régulièrement invité à négocier les protocoles d'accords préélectoraux dans les entreprises qui mettent en place les institutions de représentation du personnel. On essaye de trouver des moyens, tout en restant dans le cadre légal, des moyens de favoriser le plus possible la représentation des intermittents, des techniciens intermittents. Mais c'est souvent au prix de petits arrangements et on se glisse souvent dans les failles, dans les zones grises un peu de la loi pour arriver à favoriser cette représentation des intermittents. Les entreprises font quelquefois des petits, je dirais des petits bricolages. Enfin, c'est pas péjoratif, d'autant que ça se fait le plus souvent avec l'assentiment des organisations syndicales, parce qu'on sait très bien, on est tout à fait conscient que là, il y a un problème qui dépasse les possibilités qu'on a de rester dans le cadre de la loi, et c'est un problème, je termine là-dessus, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé dans les discussions qu'on a eues dans le cadre de la CPPNI. C'est un problème qui relève plus du législateur, et donc qui va peut-être nous obliger à saisir effectivement le législateur pour trouver un moyen de favoriser davantage la représentation des intermittents dans les entreprises où ils travaillent. Oui, je vais réagir, Jules. Je vais compléter le propos de Jean-Luc. Alors, j'irai dans le même sens. Ce qu'il a dit est totalement vrai. On a des blocages en fait légaux par rapport à la représentativité des intermittents. Donc, on peut aménager les règles au niveau des conventions collectives. Donc, je laisserai François pour la partie Anime France. Nous, du côté des prestataires techniques, on a donc une règle dans la convention qui dit qu'un intermittent peut participer aux élections à partir de 90 jours continue ou discontinue sur une période de 12 mois précédant le protocole préélectoral. Et pour être éligible, c'est 225 jours sur une période de 18 mois. Donc ça, c'est la théorie dans la convention collective. Le gros problème auquel on se heurte, et qu'a plus ou moins résumé Jean-Luc, c'est qu'il y a une règle de droit d'ordre public qui dit que quand le contrat de travail finit, le mandat finit, et enfin se termine, et qu'il faut réorganiser des élections. Ce qui, en pratique, est un calvaire, particulièrement pour des petites boîtes qui n'ont pas forcément le staff administratif pour réorganiser des élections très régulières en cas de fin de contrat. Alors, c'est un peu peut-être moins vrai du côté animation, François complétera, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des contrats intermittents qui vont aller jusqu'à 1 an, 2 ans. Nous, dans la Presta, c'est quand même globalement des contrats un peu plus courts que ça, donc on est sur une population intermittente qui va pouvoir participer aux élections, ça sans trop de problèmes. En revanche, pour se faire élire, là, ça devient très compliqué, et même dans les cas où il serait, après, on se heurte en fait au barrage du légal qui, en théorie, mettra fin à leur mandat à la fin de leur contrat. Alors, comme le disait Jean-Luc, il y a des fois des arrangements. Du coup, en cas de contrat, d'une succession très rapide, on va passer outre en fait cette fin de contrat, mais ça pose des réels problèmes juridiques auxquels on n'a pas vraiment de réponse à l'heure actuelle. Vas-y. Oui, donc Cédric pour la CNT, la Confédération nationale du travail, syndicat anarcho-syndicaliste. C'est une question qu'on a remontée en fait en réunion de convention collective parce qu'il y a plusieurs studios qui nous ont interpellés, et y compris moi je suis salarié d'Illumination et je fais partie d'un comité social et économique, donc les fameux CSE. Et en fait la problématique c'est que pareil, je vais vous prendre un exemple très simple, vous allez vite comprendre, c'est qu'on a été élus au nouveau CSE, on était 12 élus CNT et 12 élus CFDT, CGT, parce qu'ils ont fait une liste commune. Et on se retrouve à la CNT à avoir plus que 6 élus au bout d'un an. Je ne poserai pas ici la question de la discrimination syndicale, parce qu'elle est très difficile à mettre en avant. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de camarades qui, du coup, sont partis du studio, n'ont pas été repris. Et ce qui pose une grande difficulté pour les droits des salariés dans les entreprises, et puis globalement le dialogue social, c'est que du coup, effectivement, on est obligé de réorganiser des élections. Sauf que dans les gros studios, notamment, il y a pas mal de permanents, et selon les listes, il y a des listes qui subsistent au détriment d'autres.
Et ce qui fait qu'à la CNT, en l'occurrence, on n'a pas du tout de permanent sur nos listes électorales, et ce qui fait qu'on est très pénalisé par rapport à ça. Mais je prends cet exemple-là, mais à Superprod, c'est la même, à Tu nous as pas vu, c'est la même, à Faust, c'est pareil. Enfin bref, beaucoup de studios d'animation qui essayent de monter un CSE, d'avoir une structure aussi syndicale pour défendre les droits des salariés, ne peuvent pas le faire de manière sereine. Et même en tant que moi-même délégué syndical dans ma propre entreprise, mon contrat peut s'arrêter demain sans que je puisse rien y faire. Donc c'est un gros problème qu'on a soulevé en réunion de convention collective et que malheureusement, dans ces réunions-là, je vais dire un truc, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, mais il n'y a pas beaucoup aussi d'engagement à ce que ça change. Il y a une espèce d'immobilisme, je trouve, dans cette réunion de convention collective pour ne rien faire, en fait, pour finalement rien ne change, parce que ce serait trop difficile et trop insurmontable. Ce qui nous a été opposé, c'est que les salariés de l'animation, par rapport à d'autres secteurs, dont je prends l'exemple automobile, ne représentent absolument rien pour le gouvernement, donc à quoi bon finalement aller interpeller les législateurs ou interpeller le ministère de la Culture ou du Travail, puisqu'en fait il n'y aura aucune issue derrière. Donc nous, ce qu'on a prévu de faire, et on l'a annoncé depuis longtemps, c'est d'aller au prud'homme en fait, pour défendre les salariés sur ces conditions-là, et que ce soit les juges qui décident au tribunal d'instance de statuer sur cette zone grise, effectivement, dans le Code du travail. Je te laisse réagir, Christophe. J'ai juste une petite question. Est-ce que les intermittents votent ? Donc, ils peuvent voter, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un engagement de vote des intermittents pour élire éventuellement aussi des permanents, du coup, dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent ? Est-ce qu'ils votent ? Est-ce qu'ils s'engagent en votant ? Alors, j'apporte une partie de la réponse. Alors, au niveau du vote, oui, je pense. Au niveau de candidats, chez nous, c'est très compliqué. Et ça peut être même très compliqué d'avoir un candidat tout court dans une boîte de taille petite ou moyenne, parce que c'est un engagement, il faut y consacrer du temps. Et voilà, puis il pourrait se dire, je suis là, et puis après, je suis plus là. Donc, tu vois, être démobilisé par rapport à ça aussi. Oui, hein. Pour les intermittents, mais là, mon propos, il était plus général. C'est difficile de trouver parfois des candidats tout court. Alors j'en profite aussi pour ajouter ça, c'est que nous, côté FICAM, on incite vraiment à la création et au développement des CSE. On fait un point régulier en commission sociale où nos élus sociaux incitent aussi réellement à ce que les entreprises s'emparent de ce sujet, parce que passer les difficultés de lancement, en fait, de mettre en place les élections, de trouver des gens qui se présentent, qui soient élus et qui vraiment après font vivre l'instance, les retours sont très positifs. Ça permet de créer une instance de dialogue un peu formelle, régulière, récurrente, qui permet de décoincer des situations qui ne pourraient pas se décoincer finalement autrement. Donc c'est in fine quelque chose de très positif et qu'on essaie d'inciter, mais c'est vrai qu'on se heurte au fait qu'on manque dans certaines entreprises clairement de candidats pour constituer le CSE en bonne et due forme. Christophe. Oui, donc Christophe Poli pour la CFDT. Je voulais juste... Ah oui, alors je ne suis pas secrétaire national de la CFDT, seulement de la F3C CFDT, je ne suis pas à la Confédération. Je le dis parce que comme c'est enregistré, si je ne le dis pas, on ne sait jamais. Ceci étant dit, il y a une forme de négociation au niveau interprofessionnel sur le spectacle, c'est-à-dire spectacle vivant et spectacle enregistré. Enfin, il y a des échanges réguliers. Et donc, entre la FESAC, c'est-à-dire toute la fédération qui regroupe des organisations patronales qui sont ici, mais de la radio, de la télé, du spectacle vivant, enfin voilà, tout le périmètre, plus les 5 représentatives du côté des salariés. Et on a déjà abordé le sujet cette année, mais on va le reprendre. Là, il y a un doodle qui est passé, ça va recommencer dans pas longtemps, qui consiste à essayer de traiter ce sujet, parce que ce sujet-là que nous avons dans le film d'animation, c'est-à-dire la capacité à être électeur et à être élu pour les personnes en contrat à durée déterminée d'usage, donc qui par définition des contrats précaires, et donc voilà, ne sont pas permanents, mais c'est effectivement la très très grande majorité des gens qui travaillent dans le spectacle au sens large. Donc ça, c'est un vrai sujet, donc on essaye de travailler là-dessus pour avoir une disposition, en tout cas pour amener une disposition qui vienne, disons, par-dessus tout ça, voir comment on fait avec le législateur éventuellement, avec le ministère du Travail.
ça fait juste que commencer. Je ne sais pas je sais pas si ça aboutira. Et si ça aboutit, tant mieux d'ailleurs, c'est notre volonté. Mais on ne sait pas non plus quand. Mais c'est quelque chose qui, de toutes les façons, ne concerne pas que le film d'animation. C'est pareil dans toutes les branches du secteur. Voilà, avec un peu plus de difficultés en fonction des proportions. Mais de toutes les façons, c'est pareil. Donc c'est un sujet qui... Nous, jusqu'ici, nous ne sommes pas parvenus à quoi que ce soit dans le périmètre du film d'animation, mais de toute façon, c'était juste pour vous informer que ce sujet-là, il est traité, disons, interbranche spectacle. Merci François. Tu veux rajouter quelque chose avant que nous passions au point suivant ? En fait, tout le monde a tout dit, mais un peu de manière un peu éclatée. J'ai essayé de faire une synthèse et puis d'évoquer les propositions que nous, on avait faites au sein de la convention collective de la production de... J'ai un peu de mal avec ce micro, la production de films d'animation. Tout ce qui a été dit, entre autres par Jules et par les personnes autour de la table, est assez réel. Les ordonnances Macron ont descendu les seuils pour élire des CSE. On les élit à partir de 11 salariés dans l'entreprise. Il y a des dispositions dans la convention collective de la production de films d'animation sur l'électorat et l'éligibilité, qui sont les dispositions légales. Il faut avoir travaillé 3 mois pour être électeur. Bon, après, il y a d'autres dispositions, être majeur, etc. Mais là, tu parlais de la durée. Et 1 an pour être éligible. Il se trouve que, et là, Jean-Luc l'a bien dit, dans les gros studios, vous avez des CSE avec des représentants intermittents en CDDU. Dans les petits, peut-être un peu moins. Et en fait, ce qu'on constate, nous, quand on interroge notre commission sociale, c'est qu'il y a en plus des difficultés administratives. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui partent, il faut normalement réorganiser des élections, puisque quand vous organisez une élection de CSE, c'est assez lourd. Il faut que vous créiez des collèges, qu'il y ait un protocole préélectoral, que les gens votent. Il se trouve qu'il y a peu d'intermittents qui se présentent, enfin pas tellement, entre autres dans les structures moyennes, qu'il y a quand même des gros volumes de travail intermittent, on en parlera tout à l'heure avec les chiffres, et que l'intérêt, c'est qu'il y ait quand même une représentation. Et que dans un monde idéal, c'est ce que tu disais, Véronique, c'est que normalement, un salarié permanent est totalement apte à représenter un salarié intermittent qui est un salarié sous CDD pour aller parler au CSE sur les conditions de travail, l'application du Code du travail, la prévoyance, enfin toutes les dispositions qui existent dans le Code du travail, mais qu'en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Donc ce qu'on avait essayé de faire, c'est pour pallier à l'absence même de candidats élus au CSE, d'intermittents, on avait proposé d'être un peu inventif dans la convention collective et d'ouvrir, à partir du moment où vous n'avez pas un intermittent élu au CSE, donc pas de personnes mandatées et protégées au titre du Code du travail comme représentant au CSE, que les intermittents désignent un délégué qui puisse porter ses revendications auprès de l'élu du CSE et être invité quand il y avait des sujets qui les intéressaient directement, avec voix consultative, pour porter la voix de la communauté de travail. Les organisations syndicales, pour plusieurs raisons, entre autres la problématique aussi du salarié protégé, ont rejeté cette idée. Après, on a essayé de regarder des dispositifs dans d'autres secteurs proches, comme celui de la convention collective de la production audiovisuelle, où il y a une élection de délégués de plateau. C'est-à-dire que quand vous avez un tournage, à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui sont sur le tournage, ils peuvent élire ce qu'on appelle un délégué de plateau, et le délégué de plateau fait l'interface sur ces revendications entre l'équipe de tournage et la production. Mais là aussi, c'est un système qui permet qu'il y ait la parole des intermittents. Ce n'est pas un système qui est complètement, qui n'est pas cadré par le Code du travail, et les salariés ne sont pas protégés. Bon, en production audiovisuelle, ça marche pas mal. On a essayé de le transposer dans l'animation. On n'est pas dans les mêmes situations, puisque vous avez des salariés qui sont sur les lieux de l'entreprise, et en plus, on en a parlé tout à l'heure, vu la longueur des contrats, vous n'avez pas les mêmes équipes sur la durée d'une production. Donc vous auriez eu un délégué de production au début, et puis il part, et puis ensuite il faut en redésigner un. Donc c'est pour ça, c'est un peu ce que je voulais dire concrètement par rapport à ce que disait Jean-Luc et puis ce que j'ai entendu autour de la table. On a essayé de trouver des solutions.
dans le cadre de la loi, hein, parce qu'on ne peut pas transformer la loi. On ne peut pas, par exemple, si vous voulez, le mandat d'un élu au CSE, il est lié au fait qu'il est sous contrat dans l'entreprise. Quand il part dans l'entreprise, il n'a plus de mandat. On ne peut pas lui maintenir son mandat. Normalement, on doit refaire des élections et ce n'est pas possible. Voilà où on en est. C'est vrai qu'il y a un débat un peu plus général sur ce sujet au niveau de la FESAC, hein, de la fédération. Et c'est vrai que je reprends ce que disait Christophe, la problématique de la représentation dans les institutions représentatives du personnel et donc au CSE, on la retrouve dans quasiment tous les secteurs qui emploient des intermittents. Et bon, alors on le règle par protocole préélectoral ou par système, comme les systèmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des personnes qui sont désignées mais pas élues. Voilà. Donc, voilà où on en est. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pas... Nulle part, pas voilà. Trop de... Enfin, vous voyez pas trop de solutions, quoi. Si, parce que ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas dire dans la convention collective, il y a des dispositions pour qu'il y ait une élection des intermittents. Ils sont prévus, sur les chapitres des CDDU, les conditions sont posées, c'est aménagé par des protocoles préélectoraux dans certaines entreprises, mais il n'y a pas une représentation massive des intermittents au sein des CSE pour toutes les raisons qu'on a rappelées. Donc il y a des dispositions, et puis aussi il faut trouver des candidats. Moi, mes remontées, quand j'interroge des représentants de studios dans les commissions sociales, mais d'ailleurs, Jean-Luc, je crois que tu l'as un peu dit, on ne trouve pas beaucoup de candidats. Parce que pour toutes les raisons qui ont été rappelées. Donc, ok, on va passer... Le système souple paraissait pas mal, mais enfin, pour le moment, en tout cas, ça n'a pas abouti. D'accord, on va passer au point suivant. Vous nous tiendrez au courant si des avancées se font jour sur une prochaine édition. Voilà un bout de temps qu'on n'a pas parlé du télétravail. On avait abordé ça juste après la crise Covid. Il se trouve que l'actualité d'Ubisoft a beaucoup remis la lumière sur ce sujet. Nous voulions faire un point sur ce qui se passait aujourd'hui dans l'animation, comment les studios envisageaient le télétravail, avaient mis des choses en place, est-ce que c'était pérenne, est-ce qu'il y avait un retour sur ce qui avait existé, voilà, on avait envie de faire un point avec vous sur ce sujet-là. Qui prend la parole? Cédric. Je veux bien. Sur le télétravail, hein, il y a des dispositions qui existent déjà dans la convention collective, hein, dont les salariés peuvent se saisir, et notamment le défraiement à 100% des frais afférents au télétravail, je le rappelle, parce que je l'avais déjà dit l'an dernier, même si c'est contesté parce qu'il y a une certaine zone grise, dirons-nous, parce que les ordonnances Macron ont changé ce qui était établi dans le Code du travail comme d'ordre public sur ce défraiement-là, mais il n'empêche que dans la convention collective, c'est resté. Dans le Code du travail, ça a disparu. Mais c'est plutôt des accords, ça a disparu. Mais dans la convention collective, c'est toujours le cas. Donc il y a effectivement une volonté côté patronal de changer ces règles pour les mettre à jour des dispositions légales. Mais de notre côté, ça ne se fera pas au détriment de ce défraiement en 100%. Après, sur les mobilisations, c'est vrai que ça nous touche aussi. Enfin, il y a des... je prends l'exemple encore de mon studio parce que c'est exactement ce qui se passe à Ubisoft. C'est un retour, puis ce qui se passe un peu généralement dans le monde, j'ai l'impression, c'est le retour du télétravail au présentiel, 2 ou 3 jours par semaine, au détriment du confort et du bien-être des salariés. Et ce qui nous remonte assez régulièrement, c'est qu'il y a un épuisement au travail, du fait des gens qui sont partis des fois loin et qu'on demande de revenir. J'ai des exemples de gens qui font l'aller-retour Lyon-Paris dans la semaine, qui sont obligés de prendre un logement sur Paris pour pouvoir... Enfin, du coup, ça devient très compliqué. Ne voient pas leur famille s'ils ont des enfants. Et tout ça, c'est réglé un peu d'un revers de main en disant c'est comme ça. Et puis de toute façon, en tant qu'intermittent, si tu n'es pas d'accord avec les règles, tu peux toujours partir. D'accord. Juste une chose, en fait, ça continue à être négocié à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire que c'est des Vas-y, François, redonne-nous ce cadre-là, peut-être. Moi, oui. Voilà. Non, sur le télétravail, si vous voulez, je vais refaire un petit récap par rapport aux autres, aux anciens RAF. D'abord, il faut toujours rappeler que le télétravail, en fait, au départ, c'est le salarié qui le demande, l'employeur qui l'accorde ou pas. C'est le principe.
C'est le principe, mais ce principe a été un peu atténué vu les dernières situations. Alors, dans les studios d'animation, il y a eu beaucoup de salariés qui ont été en télétravail pendant les grandes grèves qui ont eu lieu juste avant le Covid. Ce qui était plutôt une facilité pour des personnes qui travaillent loin. Et ensuite, le Covid a un peu obligé... on s'est retrouvé avec un télétravail qui n'était pas vraiment choisi, qui était contraint. Donc, il faut gérer tout ça. Par rapport à la situation dans les studios d'animation, vous avez plusieurs situations. Le télétravail, en fait, Cédric a parlé des ordonnances Macron. Ce qu'il faut voir, c'est que les ordonnances Macron ont un peu transformé le télétravail, que normalement c'est elles qui priment, puisque au niveau des blocs juridiques, c'est ce qui est dans les ordonnances qui prime, même sur les conventions collectives. Bon, alors, Cédric dit qu'il y a une zone grise, mais enfin bon, on n'a pas le même point de vue. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ce qui s'est passé, et la seconde chose, c'est qu'en fait, les entreprises ont organisé le télétravail. Alors, il y a deux manières d'organiser le télétravail. Soit on fait un accord avec les CSE, qui est un accord juridique qui fait foi et qui prime sur la branche, soit on met en place des chartes de télétravail. Ça existe à peu près dans beaucoup de studios, soit accord, soit charte. Il y a des accords très très bien faits de télétravail dans les studios. Après, il y a toute une zone floue et grise dans des studios qui sont petits sur comment on applique le télétravail. Il y a parfois des confusions entre le travail à domicile, le télétravail, ce qui est choisi, ce qui est imposé. En plus, il y a un accord national interprofessionnel qui est bien au-dessus de notre cas, qui règle un peu ces questions-là. Et dans la convention de branche, ce qu'on avait commencé à faire, c'est de réécrire les dispositions sur le télétravail pour donner un cadre justement pour les structures qui n'ont rien et pour qu'on ne confonde pas les notions. Et on s'était basé sur un accord qui a été passé dans la radiodiffusion, qu'on a aménagé avec un groupe qui était issu de plusieurs structures d'Anime France, un groupe de travail qu'on a proposé aux organisations syndicales de salariés. Et pour le moment, on n'a pas eu de retour, mais parce qu'il y a eu d'autres actualités, même dans d'autres branches. Je sais qu'il y en a certaines qui doivent nous faire un retour là-dessus, où on avait remis un cadre global du télétravail en rappelant les définitions, en rappelant les cas où le télétravail est presque imposé, puisque ça existe dans les textes juridiques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un cas Covid, c'est presque imposé. C'est le gouvernement qui l'impose, en fait. Et en déclinant les différents cas pour que tout le monde sache où aller sur ces sujets, parce qu'on mélange beaucoup de notions, le travail à domicile, le télétravail, ça donne un peu des conflits dans les entreprises. Par rapport au fait de faire revenir les salariés après le télétravail, là, je dirais que c'est la liberté de l'employeur. Moi, j'ai des studios qui me disent, pour la cohérence d'équipe, c'est beaucoup mieux qu'il y ait des personnes qui reviennent. D'accord, mais on disait un temps que en fait, les entreprises s'étaient rendues compte, alors je ne pense pas que c'était uniquement dans l'animation ou spécifiquement dans l'animation, mais s'étaient rendues compte que finalement, les résultats étaient bons, même les gens parfois travaillaient plus en étant chez eux que lorsqu'ils étaient sur le lieu de leur au bureau ou au studio, etc. Est-ce que tout ça s'est remis en cause? Alors tu parles de cohérence, c'est pas tout à fait la même chose, je te l'accorde, mais est-ce que toutes ces notions, en fait, la productivité n'avait pas diminué, etc. Est-ce que tout ça est remis complètement en cause pour une raison, une autre? Et est-ce que c'est est-ce qu'il y a des accords là-dessus ou pas? Je peux répondre très rapidement, mais je pense qu'on peut trouver à l'heure actuelle des études qui disent les deux choses. Très clairement, ça va vraiment dépendre et des structures et des personnes. Où ça pose un réel problème pour l'employeur et pour les structures, c'est plus au niveau du management. De finalement perdre, comme le disait François, en cohésion d'équipe, que le lien entre les personnes de l'entreprise soit un peu coupé. Au niveau de la productivité, je pense qu'actuellement, on n'a rien qui prouve formellement soit qu'il y ait une baisse, soit qu'il y ait une hausse. Donc je pense que ce serait du cas par cas à faire et c'est très très compliqué à jauger. Moi, je peux juste regretter qu'on n'ait pas de cadre conventionnel sur le télétravail. Ça fait 4 ans. Enfin, je sais pas, nous, on avait mis ça sur la table il y a, je pense, 4 ans. Voilà. Enfin, nous, on regrette ça. Parce que, voilà, il y a des vides, il y a des boîtes dans lesquelles les choses se font. Mais c'est important d'avoir... enfin, pas 4 ans, non, 3 ans et demi, parce que l'accord national interprofessionnel, c'est décembre 2020. Il n'est pas prescriptif, il n'est pas normatif, il est prescriptif. Donc, en fait, il ne nous oblige à rien. Mais malgré tout, il y a des branches dans lesquelles on l'a fait. Et au moins, on a un cadre conventionnel, surtout dans des
dans des secteurs d'activité où il n'y a pas énormément d'accords d'entreprise, voire il y en a très très peu. Donc voilà, nous on regrette le fait qu'aujourd'hui on n'ait toujours pas de cadre à proposer aux entreprises, que les entreprises puissent éventuellement le décliner, l'adapter. On a fait ça dans d'autres branches. Voilà, on n'y est pas revenu. Et voilà, on trouve ça regrettable parce que c'est au détriment des salariés. Je pense que c'est au détriment du collectif de travail au sens large, parce que c'est quand même mieux de pouvoir disposer d'un cadre et d'avoir déjà des choses auxquelles s'accrocher et qui ont été définies en amont. Voilà, c'est tout ce que je peux dire moi là-dessus. Pardon François, je laisse parler François parce que je l'ai interrompu. Mais non, je voulais repréciser quelque chose par rapport aux interventions et pour qu'au niveau de la salle, tout le monde comprenne bien. Le principe même juridique du télétravail, c'est l'essence de tous les textes, c'est que normalement c'est l'entreprise qui organise le télétravail. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fonction de l'entreprise en général, et le studio d'animation évidemment en particulier, en fonction de la manière dont il organise son travail, sa productivité, ses productions, c'est elle qui doit adapter les règles du télétravail. Les règles du télétravail, dans le Code du travail, il n'y a pas beaucoup d'articles. C'est vraiment... Donc voilà, et pour répondre à Christophe, je rappelle ce que j'ai dit, puisque la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On a fait une proposition sur la réécriture de la convention collective pour donner un cadre, justement pour les entreprises qui n'ont pas d'accord télétravail, sur le télétravail, et rappeler les textes existants, les aménager. Je pense que j'ai vu des personnes qui sont dans la salle, qui ont participé à la rédaction du projet qu'on a posé sur la table. Bon, il se trouve que... Il est toujours sur la table ? Il est toujours sur la table. Alors, non mais je veux dire, merci camarade patron. Donc en fait il s'agit d'une négociation, voilà. Donc si on n'est pas exactement d'accord avec ce que la partie patronale nous met sur la table, on a peut-être le droit de discuter, voilà. On n'a pas trouvé de point d'accord et voilà. Tu aurais pu finir la phrase. Non, j'allais dire écrivez les amis. Non, ce que je voulais dire, c'est, je le redis, en fait, il y a déjà dans la convention collective un article. Allez le lire sur le télétravail. Donc il n'y a pas de notion inexistante. Et d'ailleurs, les chartes ne doivent pas pouvoir être appliquées dans les entreprises, puisqu'une charte, c'est quand il n'y a pas d'accord dans la convention collective. Or, il y a un accord dans la convention collective. Il est perfectible. Peut-être que côté patronal, ils ne s'en satisfassent pas, mais il y a un accord. Ensuite, pour les accords d'entreprise, pour déroger à la convention collective, on peut faire un accord d'entreprise. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir des délégués syndicaux. Et à défaut d'avoir des délégués syndicaux, il faut avoir des CSE. Et on en revient toujours au même problème, qui négocie dans les entreprises. Voilà. Le parallèle est intéressant avec le premier sujet, parce qu'en effet, le CSE permet, entre autres, de négocier des accords d'entreprise. Donc c'est là où c'est un organe très important. Oui, je voulais juste préciser, pour peut-être pour clore le sujet, la position du SNTPCT. Le SNTPCT n'a jamais encouragé le télétravail, mais il n'est pas contre non plus. On n'est ni pour ni contre, bien au contraire, pour faire un jeu de mots. Simplement, ce que disait François Caillé tout à l'heure, c'est que souvent le télétravail vient de la demande des salariés. J'apporterai une nuance à cette déclaration en disant que pendant longtemps, le télétravail, notamment des storyboarders, a été encouragé par les entreprises. Et à un certain moment, effectivement, il y a eu une obligation quand il y a eu les périodes de confinement au moment du... Bon, déjà, oui, il y a eu les grèves, effectivement, et puis après les confinements. Et aujourd'hui, les entreprises, enfin beaucoup d'entreprises ont la volonté de faire revenir les salariés au sein de l'entreprise. Le problème, c'est que notamment beaucoup de storyboarders, parce que c'est vraiment la fonction qui est le plus représentée dans les télétravailleurs, ont organisé leur vie autour du fait de travailler chez eux, quoi, en fait. Et donc, ça va être assez compliqué de les faire revenir dans l'entreprise. Et ça va forcément devoir passer par une négociation. Si une entreprise tient absolument à avoir tel storyboarder, mais que lui tient absolument à travailler chez lui, il va falloir soit que l'entreprise accepte qu'il travaille chez lui, soit qu'elle se passe de ce storyboarder et qu'on leur cherche un autre. Donc ça va être des aménagements comme ça au cas par cas. Le SNTPCT, dans le cadre de la discussion en CPPNI sur le télétravail, a fait aussi des propositions qui sont effectivement toujours sur la table et la discussion sur ce sujet reste ouverte, quoi, en fait.
Pardon. Le storyboarder, c'est un bon sujet parce que par rapport à la salle, voilà, on a négocié un accord sur les storyboarders qu'on a signé en fait il y a 1 an à peu près, 1 an et demi, et qui a réussi à remettre dans les clous les pratiques. Alors c'était pas que le télétravail d'ailleurs, hein. C'était un peu tout, et justement certaines pratiques qui avaient un peu dérivé du fait que les storyboarders étaient livrés à eux-mêmes, enfin habitaient chez eux et étaient loin. Mais il se trouve que pour travailler, nous, sur la proposition storyboarder, on a interrogé beaucoup de personnes, et pas forcément des représentants d'entreprise, mais aussi des chefs storyboard. Et il était assez compliqué de faire revenir des storyboarders en studio. Entre autres, on s'était aperçu, c'est un bon exemple, le storyboarder, par rapport à la cohésion d'équipe dont je parlais tout à l'heure. On s'était aperçu qu'en fait, les studios qui font revenir les storyboarders et les font travailler, puisqu'il y a toujours une date de rendu du storyboard, arrivent beaucoup mieux à maîtriser les temps de travail et à éviter des dérives, des dépassements sur les rendus qui posaient des problèmes contractuels quand les storyboarders travaillent en équipe dans les studios, ou en tout cas reviennent une partie du temps pour travailler avec les équipes de studio. Voilà. Représentativité, je voulais juste que vous disiez un mot sur les élections. Il y a des élections en décembre, n'est-ce pas? Je ne dis pas de bêtises. 25 voilà. Alors pour les syndicats de salariés, pour la représentativité patronale, c'est un autre système qui marche par un dossier donc à déposer à la DGT. Et la date limite était le 12 novembre, puis le 22 parce qu'il y a eu un prolongement. Donc les dossiers côté patronaux viennent d'être déposés. Donc je pense qu'on aura les résultats d'ici quelques mois. D'accord. Et donc élection 25, côté salariaux, c'est ça? Le 25 novembre. Pardon, ça commence le 25 novembre. Le 25 novembre, ouais. D'accord. Et donc on aura des résultats jusqu'au 12 décembre, et ensuite les résultats, on verra en fonction de la direction générale du travail. Ok. C'est en mars, en fait c'est fin mars, début avril les résultats, parce qu'on additionne le résultat de ces élections-là, qui sont donc pour les très petites entreprises, donc qui sont des élections personne par personne, c'est pas dans le cadre justement des CSE, quand il y a des organisations syndicales qui ont présenté une liste. Et donc on additionne le résultat des élections TPE qui vont avoir lieu maintenant avec l'ensemble des résultats des élections en entreprise qui ont eu lieu dans les 4 années qui viennent de s'écouler et qui se terminent le 31 décembre 2024. Et on aura ça, on aura une projection des trucs nationaux fin mars, début avril, et puis les arrêtés de représentativité dans les branches. Il y a 2 mois de recours, donc c'est rien, début d'été, courant d'été, ça dépend du nombre de personnes qui peuvent encore travailler à la Direction Générale du Travail. Vas-y, puis après on passe à dernier point. Juste, je voudrais préciser un truc, c'est que pour ceux qui vont pouvoir peut-être voter, et encore faut-il pouvoir voter parce qu'il faut être inscrit sur les listes, il faut avoir travaillé un 12 décembre, entre guillemets, pour pouvoir voter dans les TPE, PME. Donc ça peut arriver que vous soyez en break, donc pas sous contrat, donc pas sur les listes du coup. Mais pour ceux qui pourront voter, sachez que la CNT ne se présente pas aux élections, et je vais m'expliquer. C'est qu'on considère que le vote, c'est déjà utile, je pense, pour les syndicats qui se présentent, si vous êtes plutôt avoir une affinité pour tel ou tel syndicat. Mais de notre côté, on considère que, comme on est une organisation en autogestion, le vote ne suffit pas. Et il faut, pour tous ces sujets-là dont on parle, le télétravail ou autre chose, il faut qu'il y ait des gens qui s'impliquent, et il faut se syndiquer, en fait. Le vote, ça ne suffit pas. Et ce que ça peut donner, c'est une représentativité pour que nous, on se réunisse une fois par mois pour traiter des sujets pendant 3 heures. Et c'est pas ça, en fait, la mobilisation. C'est pas ça, le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est d'être sur le terrain, d'avoir des sections syndicales dans les entreprises, des CSE, pour être dans le dialogue social avec les entreprises directement sur le terrain. Ou militer en extérieur, mais ça suffit pas, en fait, ces réunions de convention collective. Et la démarche aussi de représentativité, il y a une logique aussi financière dans la représentativité des syndicats. Et nous, on n'est pas pour avoir de la rétribution financière. On préfère être indépendant financièrement. C'est pour ça qu'on se présente pas aux élections. Voilà. Très bien, merci de nous avoir informés et donné votre point de vue. Vous avez autre chose à rajouter là-dessus Non, moi, je suis d'accord avec le fait que le vote ne suffit pas et qu'il faut se syndiquer. On est dans un pays où, en fait, tous les dispositifs sociaux sont gérés par les organisations patronales, les organisations de salariés. Tout ça, c'est acquis par défaut, qu'on soit syndiqué ou pas. Et donc, on n'a pas besoin de se syndiquer.
Nous, on trouve ça toujours assez dommage, ce défaut d'implication en France. Après, on nous dit, vous ne représentez pas grand monde, vous, les organisations syndicales, genre 7, 8, éventuellement 10% des salariés. Bon, en même temps, je parlais peut-être pour la CGT ou pour la CFDT, voilà, n'importe laquelle de ces deux organisations syndicales fait 2 à 3 fois plus du nombre d'adhérents à l'ensemble des partis politiques français. Si vous prenez juste la CFDT ou juste la CGT, c'est déjà 2 fois plus que l'ensemble de tous les adhérents aux partis politiques français qui en plus ne payent même pas leurs cotisations. Donc voilà. Donc voilà, c'est assez dommage de dénigrer la démocratie sociale sur ces aspects-là. Et c'est vrai que c'est essentiel. Pour nous aussi, c'est un geste citoyen, c'est un engagement qui à la fois peut permettre de militer, mais on n'est pas obligé de militer, mais au moins c'est un engagement. Et il faut savoir que tout ce qui se fait, alors même si on a des gouvernements qui nous tordent un peu les affaires depuis un certain temps, du point de vue social, ça c'est une réalité, malgré tout, tout ça, depuis l'après-guerre, c'est co-construit entre organisations patronales et organisations de salariés. Quand je dis tout ça, c'est les retraites, l'assurance chômage, voilà, tous ces aspects sociaux. Juste comme ça. Je vous entends dire donc ça ne suffit pas, mais quand même, est-ce que c'est important d'aller voter? Est-ce que vous incitez les gens à aller voter? Les gens sont autonomes. Oui, effectivement, moi je suis assez d'accord avec le fait que voter, ça ne suffit pas et qu'effectivement, il faut s'investir dans le syndicat, notamment pour le cas particulier du SNTPCT est un syndicat qui n'est affilié à aucune confédération, donc c'est une organisation qui appartient en propre à ses membres, qui décident eux-mêmes de la politique revendicative que le syndicat va mener et des moyens d'action qu'il se donne. Mais en l'occurrence, il faut voter, même si le système ne nous satisfait pas vraiment, en fait, parce que c'est un système, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ne permet pas à tout le monde de voter, d'une part, parce qu'il faut avoir travaillé à un moment précis pour pouvoir, dans une TPE, pour pouvoir voter. Et à côté de ça, donc il y a des gens qui travaillent dans l'animation et qui ne pourront pas voter pour l'organisation qu'ils souhaitent voir défendre leurs intérêts professionnels. Et il y a d'autres personnes qui, par contre, c'est un cas de figure peut-être extrême, un cas d'école, mais ça existe, qui peut-être à un moment de l'année seront dans une entreprise qui a élu un CSE et qui auront donc voté pour une liste syndicale, ils auront donc donné leur voix à une organisation syndicale, et puis après ils quittent cette entreprise et puis ils sont dans une TPE au mois de décembre, et donc ils revoteront une deuxième fois pour le syndicat pour qu'ils ont voté, mais il y a des gens qui voteront 2 fois et d'autres qui n'ont pas la possibilité de voter, quoi. Et il y a, je ne sais pas combien, il y a le collège électoral, je ne sais plus combien de personnes il est, mais il y a, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 10% des gens qui sont électeurs qui votent, et donc c'est une représentativité, enfin c'est un système qui n'est pas vraiment adapté, mais moi je dis qu'il faut quand même voter. Bon, le système il est imparfait, mais il est ce qu'il est, il faudrait qu'il change, mais pour l'instant c'est celui-là. Parce que en fait, ce pourquoi vont voter les gens qui vont participer à cette élection, c'est ils vont voter pour quelle organisation syndicale va avoir le droit de siéger à la table de négociation face aux interlocuteurs patronaux, de négocier les accords qui vont concerner l'ensemble du secteur et éventuellement de signer ces accords, quoi. Donc c'est effectivement une élection particulièrement importante, quoi. Très bien, merci. Juste un dernier point, et je vous demanderai de faire un commentaire si vous le souhaitez, vraiment en quelques mots. Le 7 novembre, si je ne dis pas de bêtises, sont apparues des propositions de durcissement de règles sur le nombre d'heures d'intermittence. Retirer le 8, si je ne dis pas de bêtises non plus. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien de très nouveau. En fait, c'est là où on est dans un dialogue social dans les secteurs culturels, employeurs, salariés, avec donc des organisations d'employeurs, des organisations d'employés, mais on a eu quand même une cause commune qui est la préservation de l'intermittence et qui n'est pas forcément du goût de tout le monde au niveau interprofessionnel et national. Et donc là, dans la période actuelle de recherche d'économie à tout prix. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
c'était plus peut-être un coup de com', pression qu'autre chose. Okay. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ces attaques sur l'intermittence sur lesquelles on reste très vigilant collectivement, et on fera tout pour aller vers une préservation de ce régime. Donc c'est un des sujets sur lesquels on s'entend entre syndicats de salariés et syndicats d'employeurs, même si bien sûr on a des divergences sur certains points. Et voilà, même si cette annonce-là était peut-être plus un coup de com' qu'autre chose, malgré tout, voilà, faut pas oublier qu'il y a pas mal de personnes via le MEDEF ou via d'autres organisations ou certains politiques qui remettent clairement en cause ce régime et les annexes 8 et 10, et donc il faut qu'on reste tous très vigilants sur ça. Vas-y, François. Non, oui, c'est vrai que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, et il y a toujours eu les organisations interprofessionnelles qui co-gèrent l'UNEDIC ont toujours eu un œil assez disons, critique sur le régime des intermittents, qui est structurellement déficitaire depuis des années. Ça vient du fait que quand vous avez des contrats courts et qu'il y a des longues périodes d'assurance chômage, bon, évidemment, ça crée un déficit vu la population telle qu'elle est. Ce qu'il faut voir aussi, on avait une première négociation en 2023. Alors, je vais essayer de mettre un peu ce qui change un peu par rapport à ce qui s'est passé il y a des années. C'est que depuis 2016, normalement, les organisations professionnelles dans le secteur du spectacle peuvent négocier les annexes 8 et 10. Mais ça se fait selon un dispositif assez compliqué. Et depuis 2019, le gouvernement peut, par des feuilles de route, demander aux partenaires sociaux de faire des économies ou pas. Et si les partenaires sociaux ne le font pas, il reprend la main et il peut légiférer par décret sur le régime d'assurance chômage, aussi bien le régime général que le régime intermittent. Ça change un peu par rapport à tout ce qui s'est passé pendant des années. Je remets le contexte historique un peu en place. On a eu des négociations en 2023 sur un accord qui a été rejeté parce qu'il ne faisait pas assez d'économies. Et là, on l'avait négocié avec les organisations syndicales de salariés et la FESAC côté employeur. Là, maintenant, il y a une feuille de route pour le gouvernement qui doit... Enfin, pas pour le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux interprofessionnels de négocier, entre autres, sur les seniors et aussi de faire des économies sur le régime. Et ils avaient aussi dans la ligne de mire les frontaliers, puisque les frontaliers ont un régime d'assurance chômage déficitaire. Donc, ils ont sorti la hausse des seuils en disant, bon ben voilà, on va faire des économies sur l'entièreté du régime. Il y a le régime d'intermittent qui est passé entre les gouttes depuis des années, puisque les seuils n'ont pas bougé. On est toujours sur des dispositifs qui datent de 2016. Vous n'êtes pas sans savoir que à peu près à tous les niveaux, au niveau budgétaire, on cherche des économies, que la dette de l'assurance chômage, elle rentre dans la dette publique. Et donc là, les partenaires sociaux interprofessionnels ont ressorti le fait que dans le régime intermittent, ce n'était pas normal, donc ils ont monté les seuils d'accès aux droits. On est vigilant, mais il faut quand même avoir en tête quelque chose, c'est que, comme je vous ai dit, le régime est passé entre les gouttes depuis 2016. Depuis 2016, on n'a pas touché les seuils, on vit sur un dispositif qui a été négocié à l'époque. Mais par contre, sur tous les chômeurs du régime général, tous les boulons ont été vissés partout, au niveau de l'accès des droits, au niveau des allocations, de la manière dont elles sont versées, et des seuils aussi, et de la durée de l'allocation. Et que, en fait, ce coup de semonce nécessite qu'on soit très vigilant, parce que je pense que les prochains seront peut-être beaucoup plus rudes et que le régime tel qu'il existe ne pourra peut-être pas perdurer exactement comme il existe. Et sachant qu'en plus, le dispositif juridique dont je parlais, c'est-à-dire que depuis 2016, on peut négocier avec les partenaires sociaux du spectacle et la FESAC côté employeur, c'est quand même un dispositif qui est un peu, comment dire, il est un peu en trompe-l'œil. Parce qu'à la fin, on négocie par rapport à une feuille de route, une demande d'économie, et à la fin, c'est quand même l'Interpro qui décide ou non de garder l'accord qui a été signé. C'est exactement ce qui s'est passé en 2023. C'est-à-dire, on avait une feuille de route, on devait faire certaines économies, elles n'ont pas été faites. L'Interpro a repris la copie. Enfin, je vois qu'il y a le président de la FESAC dans la salle. Donc, et l'Interpro a repris la copie et a dit non, mais là, vous n'avez pas atteint les buts qu'on vous demandait, donc
bon, bah, votre accord, le MEDEF a dit, bon, votre accord, mais bon, même l'Interpro, hein, il y avait d'autres organisations, il n'y a pas que le MEDEF. Votre accord, bon, bah, on le met de côté et puis on continue comme avant, quoi. Voilà. Ouais, juste un mot, Cédric. Oui, c'est très rapide. C'est juste pour dire que nous, on ne participe pas à ces négociations parce qu'on n'est pas représentatif au niveau de la branche, donc on ne participe pas aux négociations. Alors, l'intermittence et le régime d'assurance chômage des annexes 8 et 10, oui, clairement, mais un CDI, c'est toujours mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va parler des chiffres de l'emploi tout à l'heure, on verra si le nombre de CDI a augmenté. J'ai peut-être un tout petit dernier truc, mais c'est plus une annonce. C'est le samedi, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, donc je vous invite à aller manifester. Et à ce propos-là, on avait fait une proposition en réunion de convention collective pour que le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, puisse être un jour férié dans le cinéma d'animation. C'était un avenant qu'on avait mis sur la table, qui a été refusé par les syndicats de producteurs pour des questions d'argent, très clairement. Et sachez que dorénavant, la CNT déposera une grève générale, un appel à manifester pour que les salariés et eux puissent aller manifester le 8 mars pour leurs droits. Voilà. Très bien, c'est noté. Christophe. Juste 3 mots. Ouais, samedi, c'est juste, c'est pour en rajouter une couche, hein, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. J'invite tous, voilà, là où vous serez, de vous joindre aux manifestations qui sont organisées. Sur l'intermittence, c'est juste une histoire d'éléments de langage. Alors, le patronat nous renvoie depuis très très longtemps, après avec de plus en plus de force, j'entends, cette affaire d'intermittence. Moi, j'essaye de dire depuis assez longtemps que, en fait, les gens qui sont en contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, ce sont des professionnels du secteur d'activité qui sont censés, comme les autres dans d'autres secteurs d'activité, passer leur carrière professionnelle dedans s'ils le souhaitent. Donc c'est pas une histoire. Et ce côté intermittent, ça nous est aussi renvoyé, ça nous dessert dans ces sphères-là, entre nous on peut se le dire, mais ça nous dessert dans ces sphères-là parce qu'il y a un côté péjoratif, profiteur derrière et tout ça. Il faut aussi, quand on dit intermittent, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire intermittent, mais il faut aussi reposer l'histoire du professionnalisme, de la compétence, du secteur d'activité et de ce qu'on fait. Intermittent, c'est facile, c'est aussi une manière facile d'écarter le sujet, de dire, pas de l'écarter, mais de supprimer le sujet d'une certaine manière. On a 2 annexes, les annexes 8 et 10, qui sont des annexes au régime général de l'assurance chômage et qui sont faites pour faire fonctionner le secteur de la culture en France. Ça, c'est posé à la fois par les pouvoirs publics et c'est supporté par les partenaires sociaux depuis très longtemps. Et c'est ça qu'il faut poser. C'est dans cet ordre-là qu'il faut aussi remettre les choses face à tous les lobbies et le patronat qui veut dézinguer cette affaire-là. C'est là-dessus aussi, c'est une des données, ces annexes 8 et 10, c'est à l'intérieur de l'ensemble des données qui font fonctionner la culture dans notre pays. C'est ça aussi qu'il faut redire et re-redire. Et pas juste limiter à l'intermittence. Il faut aussi reposer tout ce que ça sous-tend derrière. Sinon, moi, depuis hier, je suis arrivé hier, j'ai entendu plein de choses qui auraient été très intéressantes de discuter ici. J'en ai pour 2 secondes. Sur l'intelligence artificielle, pour un syndicaliste, c'est quoi ? C'est 3 mots. C'est suppression, transformation et création. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse là maintenant, tout de suite ? C'est suppression. Et ces histoires de suppression d'emplois qui existent, de fait, il n'y a rien pour les accompagner. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on a une nouvelle technologie qui arrive et qu'on n'a rien pour accompagner les suppressions d'emplois qui se font de fait dans le noir, là, comme ça. Et ça, c'est un vrai problème. Après, j'ai entendu plein de trucs, et je vais m'arrêter tout de suite, tu vas voir. Après, j'ai entendu plein de trucs, je t'ai dit ça, c'est pour les prochaines éditions. Tout à fait. Qui ont été à la fois dans la salle, depuis la salle ou depuis ici, sur le management et la formation. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Tu vois, ça, c'est des choses qui sont à traiter bien en amont de fait. Il y a la formation continue par rapport à ça, mais c'est quand même de la matière humaine. Alors, de l'empirique sur la matière humaine, c'est quand même un peu dangereux aussi, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça. Tu reviendras donc. Et que tu reviendras, parce que c'est intéressant quand même ce qu'on dit, ce qu'on fait. Merci à tous. Merci à tous les 5. Merci beaucoup. Pendant que... Ah, Sophie. Oui, alors moi je voulais juste revenir sur 2 choses qui ne sont pas exactes que j'ai entendues. Donc la première, c'est
concernant les annexes, les intermittents qui seraient en déficit. Il n'y a pas de caisse spécifique pour les intermittents. Donc ça, on ne peut pas le dire. Le déficit, le milliard de déficit, on a mis des années à dézinguer cette espèce de fait que certains pensaient accompli. Donc, s'il vous plaît, ne revenez pas en disant que à cause des CDDU, le secteur est déficitaire. On ne peut pas le savoir. C'est une caisse commune du salariat. La chose qui est en jeu, c'est dézinguer complètement le salariat. Là, quand on aura dézingué le salariat, il n'y aura plus d'intermittence. Et l'autre chose, c'est sur la pantomime, où le monsieur de la FICAM a dit un mot, la pantomime qui a été orchestrée sur les 610 heures pour les techniciens et les 580 heures pour les artistes. C'est une pantomime, c'est un show écrit, où on oblige, là on a obligé la CGT Spectacle du coup à faire une mobilisation, à dire ça n'est pas vrai. Le MEDEF savait très bien ce qu'il faisait, parce que ça revient comme un serpent de mer. Et après, il a le beau jeu en disant, vous voyez, on vous a entendu, on vous a écouté, on a retiré, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout. Merci Sophie. En tout cas, donc vigilance, c'est le mot, c'est ça ? Oui, vigilance. Merci encore.